Bien, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, mesdames, messieurs, à la suite de l'audition de Madame Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l'Autorité nationale des jeux, nous nous réunissons donc ce matin pour une table ronde consacrée à l'actualité du secteur des jeux d'argent et de hasard. Le marché des jeux donc a connu en 2024 une croissance soutenue. Le produit brut des jeux a atteint 14 milliards d'euros, en hausse de 4,7% par rapport à l'année précédente. Le secteur des jeux et paris en ligne a quant à lui généré un chiffre d'affaires record de 2,6 milliards d'euros en 2024, favorisé par l'organisation d'événements sportifs exceptionnels. Ainsi, l'ANJ recense désormais 5,7 millions de comptes de joueurs actifs. Le chiffre d'affaires du secteur des jeux de loterie a également connu une croissance de 5% entre 2023 et 2024 pour atteindre 5,4 milliards d'euros. La Française des Jeux, devenue FDJ United depuis cette année, est l'opérateur en vertu d'un monopole légal. Le revers de ce dynamisme est que les jeux génèrent des problèmes importants de santé publique. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives estime à 360 000 le nombre de joueurs excessifs en 2023. Parmi les parieurs sportifs, 65% ont entre 18 et 34 ans, ce qui soulève des questions quant à la protection des publics jeunes et vulnérables, notamment face à certaines pratiques commerciales et publicitaires que l'on peut qualifier d'offensives, pour reprendre un terme d'ailleurs employé par l'ANJ. Dans ce contexte, la fiscalité du secteur a été renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. À compter du 1er juillet, la fiscalité sur les paris sportifs affectés à la sécurité sociale passe au taux de 7,6% en point de vente et à 15% en ligne. Les jeux de cercle en ligne seront taxés à 10% et une contribution sociale de 15% sur les frais de publicité et de promotion a été instaurée. La table ronde d'aujourd'hui doit également être l'occasion de faire le point sur les conséquences de cette nouvelle fiscalité. Enfin, demeure la question d'une meilleure régulation du jeu en ligne. Le développement rapide du marché illégal, hors de tout cadre réglementaire et fiscal, constitue un défi majeur. À ce sujet, le gouvernement avait déposé en première lecture du projet de loi de finances pour 2025 à l'Assemblée nationale un amendement visant à autoriser les casinos en ligne. Cet amendement a finalement été retiré. Au regard de cette actualité très riche, mais aussi au regard des difficultés un peu permanentes depuis quelques années des finances publiques, sur lesquelles il y a des liens, on va dire, avec vos métiers. Cette table ronde devrait nous permettre d'identifier les équilibres nécessaires entre développement économique, régulation efficace et protection des joueurs. Pour nous éclairer sur ces enjeux, nous avons donc le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l'ANJ, que nous venons d'auditionner et qui réinterviendra un peu en conclusion de nos travaux pour réagir éventuellement aux propos et aux nouvelles questions que nous aurions à lui adresser. Madame Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ United, Monsieur Nicolas Béraud, président de l'Association française des jeux en ligne, Monsieur Grégory Rabuel, président de Casino de France. Nous regrettons par ailleurs que le PMU, qui avait été initialement invité, ait répondu très tardivement, puisque hier seulement, et ne soit donc pas présent à cette table ronde, mais nous aurons à cœur évidemment de les entendre à une autre occasion. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat. Et donc, je vous propose donc de commencer cette table ronde en donnant la parole à Stéphane Pallez, en lui rappelant que nous souhaitons, mais elle y est habituée, un propos introductif contenu, disons entre 5 minutes et un petit peu plus. Pardon. Bon, merci, Monsieur le Président.
Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde, avec l'ensemble, enfin en tout cas l'ensemble, une bonne partie de mes collègues du secteur. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais effectivement me limiter à un propos liminaire, j'espère contenu, comme vous m'y avez incité. Peut-être en commençant par rappeler un tout petit peu où en est l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger, donc FDJ United, et puis en évoquant quelques sujets que vous avez évoqués, pas tous, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les débats. Donc, tout d'abord, je voulais rappeler que l'entreprise FDJ United, c'est donc aujourd'hui j'allais dire le fruit, en tout cas dans sa structure actuelle et dans son cadre juridique actuel, dans son cadre concernant ses droits de monopole et dans son cadre fiscal pour l'essentiel, enfin en tout cas jusqu'à la loi de finances, c'est donc le résultat du dispositif qui a été voté par le Parlement lors de la privatisation et qui, je crois, a fait partie du succès de cette opération pour l'État français, puisque l'entreprise, dans ce cadre, a connu une croissance moderne. D'abord, je ne vais pas revenir sur la privatisation et son succès pour l'État et ce qui lui a permis et ses bénéfices. Mais donc l'entreprise, depuis la privatisation, c'est-à-dire depuis 2019, a connu donc une croissance régulière de l'ordre de 5% par an, une croissance donc modérée, mais effectivement régulière, qui a bénéficié, je vais dire, à l'ensemble de ces parties prenantes. Évidemment, elle a bénéficié aux actionnaires de l'entreprise, aux 400 000 actionnaires particuliers, aux associations d'anciens combattants qui représentent aujourd'hui 16% de notre capital et à l'État. Là, je parle des dividendes. Mais en fait, le premier bénéficiaire de cette croissance modérée entre 2019 et 2024, c'est donc l'État à travers la fiscalité, ce qui est tout à fait évidemment ce qui était j'allais dire l'un des objectifs de la privatisation, puisque au moment de cette discussion parlementaire, la question est évidemment de savoir comment est-ce que l'État s'assurait que ses intérêts seraient toujours préservés et alignés avec ceux des actionnaires de l'entreprise pour que les recettes fiscales continuent d'augmenter de manière alignée avec la croissance de l'entreprise. Et ça a donc été le cas, puisque dans le cadre qui a été fixé à cette époque, la contribution fiscale de FDJ United aujourd'hui a fortement augmenté, puisqu'elle a augmenté de 1,3 milliard sur cette période. Elle est aujourd'hui, à fin 2024, elle s'élevait à 4,7 milliards. C'est le niveau le plus élevé jamais atteint. Donc cet objectif a été parfaitement rempli et je pense qu'il était à la fois important, évidemment, pour l'État, il est important pour l'entreprise aujourd'hui, puisque ça fait partie de notre modèle. Deuxième point, cette croissance modérée et cette croissance des recettes fiscales, elle a été principalement donc alimentée par la croissance de la loterie, qui est notre principale activité, et donc elle a également permis de maintenir un taux de jeu excessif bas sur notre activité à des niveaux sur la loterie qui sont donc 5 à 6 fois plus faibles que dans les autres segments du marché. Donc, on pourrait parler des paris sportifs, et nous avons aussi une activité dans ce secteur, mais l'essentiel de notre activité est quand même resté sur la loterie, et c'est important de rappeler ces caractéristiques. Ça correspond à notre stratégie, à notre modèle que nous poursuivons dans le dialogue avec la régulation aujourd'hui, qui est effectivement d'arriver à combiner cette croissance avec une maîtrise des risques,
et avec ce que nous appelons une politique extensive dans laquelle nous avons beaucoup de joueurs qui jouent pour l'essentiel de manière modérée et sans risque, et en essayant évidemment de traiter, de s'attaquer particulièrement et de maîtriser particulièrement les joueurs à risque et les joueurs excessifs. Et c'est évidemment sur ces sujets-là que nous avons un dialogue continu avec notre autorité de régulation qui, je rappelle, en matière de loterie en monopole, autorise tous nos jeux. Donc, et nous avons une fois par an un programme des jeux et une autorisation continue. Donc, c'est évidemment au cœur de ce dialogue qui est: est-ce que nous arrivons, à travers le développement de notre portefeuille de jeux et de notre bassin de joueurs, à continuer à assurer ces objectifs. Donc, en 2024, effectivement, nous avons franchi un nouveau cap de notre histoire, puisque nous sommes devenus un acteur européen. Je ne vais pas y revenir dans le détail ici, mais je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez, en rachetant donc un opérateur de jeux en ligne qui donc s'appelle Kindred et qui a fait de nous donc le groupe FDJ United, qui est donc aujourd'hui un acteur européen. Alors je voulais quand même préciser, c'est important je pense pour cette assemblée, qui est que si donc nous avons fait cette acquisition pour effectivement devenir un champion européen, parce que nous sommes en fait en concurrence avec des acteurs qui eux-mêmes sont des acteurs internationaux. L'essentiel de notre activité est resté en France. C'est tout à fait important. Donc plus de 66% de notre activité est sur la loterie et pratiquement 70% de notre activité est donc sur le marché français aujourd'hui. Et c'est absolument fondamental pour nous. Ce qui est fondamental aussi, c'est à travers cette acquisition et les politiques que nous allons continuer à développer, c'est notre conviction que c'est un secteur dans lequel il n'y a pas de croissance sans contrôle des risques. Ça fait partie de notre modèle économique. Donc ça, on a fait partie dans notre périmètre historique en France. Et ça fait partie également des politiques que nous déployons avec cette acquisition, sachant que Kindred, qui est présent sur le marché français avec donc sous la marque Unibet, a toujours été un acteur très engagé sur ces sujets, dans la réduction des risques, qui sont effectivement plus élevés dans les paris sportifs en ligne. On le sait parfaitement. Nous restons aussi très attachés à ce que j'ai décrit, c'est-à-dire à ce modèle redistributif, donc, qui génère des ressources fiscales pour l'État et qui aussi permet aussi d'enflécher certaines sur des causes qui nous paraissent fondamentales et très liées à notre activité, à notre histoire. Donc évidemment le sport, via le fléchage qui est fait, qui ne concerne pas seulement FDJ, mais qui nous concerne beaucoup, et aussi le patrimoine, via le loto du patrimoine et la biodiversité. Tout ceci, ce sont des manières d'exprimer et de montrer l'intérêt et le caractère utile de notre activité, son impact positif. C'est sous évidemment le contrôle du Parlement. On pourra en parler également. Alors peut-être quelques points pour terminer. Je vais en terminer sur les récentes évolutions. Alors les évolutions en matière de fiscalité, vous les avez évoquées, Monsieur le Président, dans votre propos liminaire, donc les évolutions qui sont intervenues l'année dernière dans le cadre du PLFSS en particulier. Alors je pourrais vous donner le détail, mais je ne vais pas revenir sur le détail de l'impact. Cet impact a été majeur. Alors pourquoi est-ce qu'il a été majeur sur nous? Puisque le mode, d'abord pour des raisons, si je peux dire, quantitatives, c'est-à-dire que le mode de prélèvement de cette fiscalité, de cette CSG sur les jeux, consiste en fait à prélever
directement du chiffre d'affaires sur l'entreprise, donc n'a aucun impact sur les joueurs. Ça vient donc, encore une fois, sur le PBJ. Donc c'est sur la partie, c'est sur ce qui est un équivalent chiffre d'affaires de l'entreprise, et évidemment avec les répercussions ensuite sur l'ensemble du compte de résultat. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif qui fait que nous avons effectivement en 2025 une année sans croissance. C'est la première année depuis 2019, donc ça a été évidemment à juste titre remarqué et dûment, si je peux dire, pris en compte par nos investisseurs, puisque l'entreprise a perdu environ 20% à l'annonce des conséquences de cette mesure. Plus fondamentalement, deux choses. Bon, d'une part, encore une fois, je pense que ça n'est pas de la fiscalité comportementale, puisqu'encore une fois, les joueurs ne le voient pas. Donc c'est bien une hausse de la fiscalité sur l'entreprise. Et là où je suis encore plus perplexe, prenons ce mot, c'est que au fond, quand je regarde l'efficacité de cette mesure pour l'État, si je puis me permettre, eh bien, je pense que l'État en réalité récupère finalement en net quelque chose de très inférieur à ce qu'il croit prélever en termes de recettes, puisque en réalité, comme il diminue le chiffre d'affaires, il diminue également évidemment tous les impôts qui sont perçus sur l'entreprise sur l'ensemble de son activité, donc de la TVA, de l'IS, indépendamment, et je mets totalement à part les augmentations d'IS. Donc le rendement net est assez faible, à mon avis, sur cette mesure. Et plus fondamentalement, et là je me permets quand même de rappeler que, encore une fois, le cadre qui a été voté en 2019, il a donné, et je pense qu'il voulait donner, une valeur de stabilité au cadre fiscal, de stabilité au cadre fiscal permettant une croissance des ressources. Et donc on a en quelque sorte un peu, on a rompu cette notion de stabilité. Et je remarque aussi par ailleurs que la croissance régulière de l'entreprise fait que, en fait, régulièrement, l'entreprise génère plus de recettes que ce qui est inscrit en loi de finances initiale. Je crois que c'est pas régulièrement, c'est tous les ans, puisque, par exemple, quand le jackpot d'Euromillions atteint 250 millions, comme il l'a fait au plafond 2 fois cette année, nous générons chaque fois à peu près de l'ordre de ce que je pense l'État va toucher en net sur ce qui a été voté sur le PLFSS. Donc, voilà, je voulais juste dire que personnellement, je pense que ça n'est pas forcément pour l'État la meilleure manière d'augmenter ses recettes sur l'entreprise. On va en rester là peut-être, Madame voilà, la Présidente. et je pense que je vais en rester là parce que je vous ai dit l'essentiel, et je répondrai à vos questions avec plaisir. Vous répondrez aux questions et ça vous permettra de terminer éventuellement par quelques propos complémentaires. Merci beaucoup. Monsieur Béraud, s'il vous plaît, pour l'Association française des jeux en ligne. Pardon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de prendre la parole. Le secteur des jeux d'argent en ligne est un secteur nouveau qui a été créé lors de la loi de 2010. Et l'AFJEL que je représente ici aujourd'hui a comme membre la plupart des opérateurs de jeux en ligne agréés auprès de l'ANJ. Notre association promeut un secteur éthique, innovant et sécurisé en collaborant au maximum avec le régulateur, les institutions et les associations. Je voulais commencer ces propos liminaires par un premier point, parce qu'on est un secteur assez méconnu et où parfois il y a des choses inexactes qui sont dites à notre propos. On est un secteur qui contribue énormément à l'économie française. Depuis 2010, ce secteur emploie 11 200 personnes directement ou indirectement, la moitié en région. On est un moteur de croissance pour l'économie française. L'étude d'Infrance montre l'impact économique de plus de 3,6 milliards sur le territoire. On génère un produit brut des jeux de 2,6 milliards et dont 1,4 milliard environ reviennent à l'État. La loi de 2010 a permis à 2 jeunes startups d'éclore et qui sont aujourd'hui des fleurons de la tech française
aux côtés de la FDJ, Betclic et Winamax, qui ont créé de nombreux emplois. Pour Betclic, dont je suis le directeur général, 900 à Bordeaux ces dernières années, et Winamax, près de 600 à Paris. Depuis l'ouverture à la concurrence en 2010, les opérateurs de jeux d'argent en ligne ont généré près de 10 milliards de taxes pour l'État. C'est colossal. Et sont aussi un partenaire très fort du sport français. Et on sait qu'actuellement, il y a des problématiques de financement au niveau du sport. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été injectés. Et je ne parle pas de la taxe ANS, je parle des partenariats et des sponsorings dans le sport français depuis 2010. 40 millions l'année dernière. Donc, le secteur des jeux d'argent en ligne et les entreprises qui participent sont un moteur de croissance important pour l'économie française. L'autre point sur lequel je voulais venir dans ces propos liminaires, c'est on parle parfois de forte croissance, voire d'explosion du marché. La réalité est, à mon avis, plus modérée que ça. Si on prend les chiffres factuellement du marché sur les 4 dernières années, depuis 2021, le produit brut des jeux d'argent en ligne a progressé de 2,1 à 2,6 milliards d'euros, soit une croissance de 20% en 4 ans, donc une croissance annuelle d'à peu près 6%. Si on se compare à tous les autres pays européens, la France fait partie des pays qui progressent le moins dans ce secteur, qui est un secteur digital et qui est naturellement, comme le e-commerce, voué à progresser dans les années qui viennent. L'autre indicateur qui est important, c'est si on regarde le nombre de joueurs uniques. Alors, il y a 2 indicateurs que l'ANJ nous fournit dans ses rapports. C'est le nombre de joueurs actifs que vous avez cité, Monsieur le Président, qui est de 5,7 millions en 2024. Mais ça comprend... il faut savoir que les joueurs ont plusieurs comptes. Donc, si vous regardez le nombre de personnes uniques qui jouent aujourd'hui à des jeux d'argent en ligne en France, il est de l'ordre de 3,3 millions en 2024. Il était à 3,1 millions en 21. Donc, une croissance de 4% sur 4 ans, soit moins d'1% par an. Donc, on n'est pas du tout dans en tout cas, une explosion des jeux d'argent en ligne. Au contraire, la France a un retard sur ses voisins européens, puisque les jeux d'argent en ligne représentent 18% des jeux d'argent totaux, quand la moyenne dans les pays d'Europe est de l'ordre de 39%. Donc ça, je pense que c'est important de le savoir. L'autre point que je voulais mentionner en propos liminaire, c'est, vous avez parlé des sujets d'addiction, qui sont des vrais sujets. On est un secteur particulier. Vous savez qu'en 2019, la loi Pacte a renforcé fortement les obligations des opérateurs, notamment de jeux d'argent en ligne. L'ANJ, depuis 2020, veille à ce que ça soit implémenté. Il y a énormément de progrès qui ont été réalisés. Il y a eu des lignes directrices, des chartes et énormément d'initiatives qui ont été mises en place. Le dernier rapport de l'OFDT montre des progrès significatifs, puisque le nombre total de joueurs problématiques a baissé entre 2019 et 2023. Il est passé de 6% à 4,9%. Et même en absolu, vous l'avez cité dans votre introduction, le nombre de personnes à risque excessif est passé de 370 000 à 360 000 quand le nombre total de joueurs progressait. Donc, ce qui veut dire que les actions qui ont été menées ces dernières années, et c'est au crédit de l'ANJ et des opérateurs qui ont joué le jeu aux côtés de l'ANJ, montrent qu'on est dans la bonne direction et en tout cas qu'il n'y a pas de, même s'il faut toujours faire mieux, qu'il faut aller plus loin, il n'y a pas d'alarme ou d'alerte particulière. Le travail qu'on a entrepris depuis plusieurs années, sous le contrôle très sévère du régulateur, extrêmement exigeant et sévère, tout à fait, mais c'est tout à votre honneur, Madame la Présidente, fait qu'on voit qu'il y a des progrès significatifs. Voilà. Dernier point que je voulais mentionner, Madame Pallès l'a signalé également, on est dans un cadre, et ça rejoint ce point précédent, on est dans un cadre en France très réglementé. Très surveillé. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais tous les ans, l'ensemble des opérateurs présentent leur plan promotionnel à l'ANJ, présentent leur plan sur la protection des joueurs à l'ANJ.
Et ces plans sont revus sur l'année précédente et validés pour l'année en cours. Ce qui fait que ça soit sur la partie promotionnelle ou sur la partie protection des joueurs, on est complètement suivi par le régulateur, qui d'ailleurs nous donne régulièrement des recommandations, ou nous demande d'aller parfois plus loin sur certaines mesures. Dernier point, qui est probablement actuellement le plus important, la loi de finances 2025, vous l'avez signalé, a mis une augmentation significative des taxes sur notre secteur, avec une proportion plus marquée sur le jeu d'argent en ligne que sur le jeu d'argent global, qui représente 80% du total. Et là, on a atteint, je pense, on a dépassé un cap problématique où une bonne partie des opérateurs agréés sont en danger financier, juste de pérennité financière pour pouvoir continuer leur activité. Le problème de ça, c'est que ça laisse la place à un problème majeur qui est le jeu illégal. Plus on va affaiblir les opérateurs légaux en les matraquant de taxes, et quand je dis matraquer, vous voyez, en paris sportif, paris sportif en ligne, puisqu'il y a une différence, si on prend la taxe sur le PBJ qui est de 59% et qu'on ajoute la TVA, sachant que la France est le seul pays d'Europe à appliquer une TVA sur un produit qui est exonéré de TVA, donc ça c'est aussi une anomalie, on arrive à 67%. 67% quand dans tous les autres pays d'Europe ou du monde, on est dans une fourchette entre 10 et 35%. Donc on est sans commune mesure très très au-dessus de tout ce qui se fait dans le monde. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a un secteur qui est affaibli et un marché illégal qui flambe. L'étude de l'ANJ de 2023 nous a alerté là-dessus, avec un marché illégal qui est de l'ordre de la taille du marché légal du jeu d'argent en ligne, avec 4 millions de joueurs qui jouent sans aucune protection sur des sites basés sur en offshore, sur des paradis fiscaux en dehors de l'Europe, sans aucune taxe pour l'État, et en concurrence déloyale avec nous, les opérateurs agréés qui jouons le jeu, qui investissons en France, qui créons des emplois en France, parce que comme ils ne payent pas de taxes, ils ont une offre beaucoup plus attractive. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'offre illégale est facilement accessible. Je vous invite à essayer d'aller sur Google, vous tapez casino en ligne, vous jouez en 2 minutes. Et les différentes études ont montré que l'immense majorité des joueurs français qui jouaient sur ces sites illégaux ne savent pas qu'ils jouent sur des sites illégaux. Donc aujourd'hui, il y a un immense problème sur le marché illégal qu'il faut absolument résoudre. Et l'initiative qui avait été portée par le précédent gouvernement était, à mon avis, la bonne, c'est-à-dire de lancer une concertation pour voir dans quelles conditions la France pourrait ramener ce marché légal sur un marché légal, comme l'ont fait l'ensemble des autres pays européens. Voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je vais m'arrêter là pour commencer. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre donc avec M. Grégory Rabuel, président de Casino de France. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la présidente de l'ANJ, Madame la présidente de la FDJ, Monsieur le président de l'AFGEL, merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Je prends la parole au nom de la filière des casinos terrestres, à un moment charnière pour notre modèle, nos établissements et les territoires que nous faisons vivre. Les casinos terrestres français sont 203 établissements implantés dans 196 communes, répartis sur 63 départements, principalement dans des communes à forte vocation touristique, littoral, montagne, thermalisme et grandes agglomérations. Ce sont des établissements régulés sous délégation de service public qui forment un modèle de proximité, de responsabilité et d'ancrage territorial. Comme l'a rappelé Madame Falck-Pierrotin, les casinos ont une croissance de 1,2% en 2024, ce qui est très faible comparé aux autres opérateurs de jeux, et ce qui n'est finalement rien quand on prend en compte l'inflation qui était de plus de 2% sur la même période. Donc, nous sommes donc dans un secteur en décroissance. Même si les casinos voient leur produit brut des jeux augmenter chaque année, le secteur montre une diminution de sa part de marché, passée de 50% en 2000 à 19% en 2024. On estime aujourd'hui que 30% des casinos français ne sont pas rentables. En 2024, nous avons réalisé 2,7 milliards d'euros de produits bruts des jeux, dont plus de 80% proviennent des machines à sous.
Notre secteur est taxé en moyenne à 58%, soit plus de 500 millions d'euros par an de fiscalité directe pour les communes, auxquels s'ajoutent plus de 1 milliard d'euros par an pour l'État et la sécurité sociale. Mais notre impact ne se résume pas à la fiscalité. Nous sommes un acteur économique structurant pour le pays. La filière représente plus de 45 000 emplois directs et indirects, tous non délocalisables. 95% de nos salariés sont en CDI à temps plein. 57% travaillent dans les activités de jeu, 43% dans la restauration, la sécurité, l'animation ou encore l'administration. Ce sont des emplois locaux, pérennes, qualifiés. Nous sommes également un pilier de l'attractivité locale. À Deauville, par exemple, le casino représente 30% du budget de fonctionnement de la commune. Nos établissements génèrent une activité économique induite massive, hôtellerie, restauration, commerce, événements, salons. Nous attirons une clientèle locale, régionale, nationale et étrangère. Nous sommes aussi des opérateurs culturels à part entière. Chaque année, nos établissements financent ou organisent plus de 12 500 événements culturels. Par exemple, nous soutenons les Francopholies, le Festival du cinéma américain de Deauville, le jazz à Juan-les-Pins et bien d'autres. Grâce au CIMAQ, le crédit d'impôt pour les manifestations artistiques de qualité, nous contribuons à la création artistique, à l'emploi de dizaines de milliers d'intermittents du spectacle et à la démocratisation culturelle partout sur le territoire. Enfin, nous investissons dans la préservation du patrimoine. Nombreux sont les casinos classés ou inscrits, restaurés sur nos fonds. Depuis 2018, nous avons aussi expérimenté une offre encadrée dans la capitale, les clubs de jeux parisiens. Aujourd'hui, 7 clubs sont en activité, représentant 1 500 emplois, directs et indirects, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 millions de recettes fiscales pour l'État par an et 10 millions par an pour la ville de Paris. Nous venons aussi rappeler aujourd'hui l'importance de pérenniser les clubs de jeux à Paris dans le prochain budget. Ces clubs existent dans un cadre juridique provisoire. L'expérimentation, entamée en 2018, prolongée 2 fois, arrive à échéance sans perspective claire. Nous demandons aujourd'hui que cette expérimentation soit pérennisée par la loi, car les objectifs initiaux ont été atteints. Réduction du jeu clandestin, encadrement strict, contrôle de l'ordre public, contribution fiscale. Ce modèle fonctionne, il fait ses preuves, il mérite désormais d'être considéré. Mais notre filière est aussi confrontée à des menaces sérieuses. D'abord, la prolifération des casinos en ligne illégaux, souvent domiciliés à l'étranger, échappant à toute régulation et fiscalité, usurpant même parfois nos marques. Mais également la tentation d'une ouverture des casinos en ligne légaux sans étude d'impact approfondie, au risque de supprimer 15 000 emplois en France, de perdre 450 millions de recettes fiscales pour l'État, de voir exploser les cas d'addiction, d'entrer dans une logique de banalisation numérique et de dumping social et fiscal. La liste peut être longue. Enfin, la dernière menace se trouve dans la pression constante sur notre fiscalité, déjà la plus lourde d'Europe, jusqu'à 58% en moyenne du chiffre d'affaires des casinos, sans tenir compte des obligations de service public que nous assumons. Ainsi, ma présence à cette audition me permet de rappeler que nous souhaitons consolider l'existant avant d'ouvrir de nouveaux marchés. Cela passe, comme je l'évoquais, par la pérennisation des clubs de jeu, la lutte contre le jeu illégal en ligne, et je salue l'ANJ pour son travail continu à ce sujet, et aucune ouverture dérégulée des casinos en ligne. Préserver une fiscalité différenciée et équitable qui reconnaisse notre ancrage territorial, notre contribution à l'emploi et notre rôle culturel. Rétablir des conditions de concurrence loyales, notamment face aux opérateurs en ligne et aux autres segments de jeu. En somme, nous souhaitons que l'équilibre des filières tel que souhaité par le régulateur soit respecté. Les casinos terrestres sont des établissements encadrés, sûrs, transparents, soumis à un contrôle d'identité physique systématique. Chez nous, il n'y a pas un mineur. Et fortement engagés dans la prévention de l'addiction. Nous ne faisons pas de publicité de masse, nous assumons notre responsabilité sociale. Ce que nous défendons aujourd'hui, ce n'est pas un privilège, c'est un équilibre fragile, mais essentiel entre divertissement, fiscalité, emploi et lien social. C'est bien ce qui anime les près de 200 maires lorsqu'ils ont écrit au Premier ministre à l'automne, dont David Lisnard, le président de l'AMF, pour rappeler ces évidences. Pour conclure, Monsieur le Président, cette table ronde s'intéresse à l'avenir du jeu en France. Je crois pouvoir dire ici devant le Sénat qu'il existe une exception culturelle française du jeu, voire même un modèle français des casinos. Je rappelle que 40% des casinos européens sont en France. Vous le savez sûrement, les jeux d'argent n'ont été autorisés que pour servir l'intérêt public. Les courses de chevaux pour soutenir l'élevage, quand la voiture s'est démocratisée. Les loteries pour financer les associations de blessés de guerre. Les casinos pour développer des communes touristiques rurales
pour lutter contre notamment la saisonnalité des revenus. Notre modèle repose sur 3 piliers, jeux, restauration et animation culturelle, avec une programmation ouverte à tous les publics. Les casinos sont des véritables pôles de vie, d'attractivité, de culture. En tant que délégataires de services publics, ils sont ancrés dans nos territoires, contributeurs à la solidarité nationale. Je conclurai mon propos en vous livrant mon sentiment, en faisant évoluer ce modèle, bien sûr. Tournons-le vers l'avenir, mais pas au détriment de son utilité déjà bien réelle pour les Français. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour vos interventions aux uns et aux autres. Donc nous avons un tableau, j'allais dire presque complet, parce qu'il nous manque, donc je l'ai indiqué au début, représentant du PMU, et une filière également importante, mais nous les verrons à une autre occasion. Je vais donc demander au rapporteur général tout d'abord sa position sur ce qu'il vient d'entendre. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier les présidentes et présidents sur leur témoignage, leur point de vue, l'état d'esprit. Ce qui est heureux, c'est que chacun défend ses positions. Et moi, je vais rentrer peut-être par une autre porte, puisqu'on est en commission des finances et vous avez les uns les autres parlé de la contribution. J'ai entendu des mesures de la part de FDJ United ou United. Enfin, ouais, c'est comme je veux. J'ai toujours un peu de mal, mais comme il faut des acronymes et des noms qui parlent au monde entier, donc tout ça s'anglicisme, mais c'est pas là l'essentiel. C'est le sujet quelque part des ressources, puisque ça vient d'être dit. Il y a des ressources financières et fiscales au bénéfice des territoires. Il y a d'abord de l'emploi de l'économie dans les territoires, mais aussi de la fiscalité. Et comme la France a quelques soucis budgétaires, je vais aller droit au but à travers 3 questions. La première, qui me semble être de portée générale, peut-être un peu systémique. Que pensez-vous les uns les autres de la proposition du Conseil des prélèvements obligatoires de remplacer, par exemple, les prélèvements sur les opérateurs du jeu par une taxe qui serait une taxe unique assise sur le produit brut des jeux? C'est au moins le mérite de poser le débat et d'entendre le point de vue des uns et des autres. Deuxième question, quels sont, de votre point de vue, les effets sur l'économie du secteur des jeux de la hausse de la fiscalité? J'ai bien entendu un témoignage, je le redis, qui a été adopté, donc cette hausse lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Et puis peut-être pour je dirais notamment le dernier intervenant, mais pas seulement, également pour l'AFGEL, quelle est votre position sur l'autorisation des casinos en ligne? Pensez-vous qu'une telle mesure permettrait de mieux protéger les joueurs et donc de réduire la pratique et surtout le marché illégal? Merci. Comme il y a eu, je crois, 3 questions, on va vous proposer d'y répondre tout de suite, comme ça, avant de passer aux questions de nos collègues. Est-ce que M. Rabuel veut commencer? Alors, on a compris, me semble-t-il, sur la dernière question sur les casinos en ligne. Il me semble que vous avez déjà répondu, mais enfin, on va vous répondre. Écoutez, je pense que j'ai partiellement répondu, mais on pourrait en parler longtemps. Pour répondre à la question très précisément, est-ce que légaliser les casinos en ligne permettrait de lutter contre le jeu illégal? Dans tous les pays où le casino en ligne a été légalisé, Madame la présidente de l'ANJ l'a précisé dans son audition précédente, tout le monde constate que le jeu illégal continue et perdure. Donc cet objectif n'est pas atteint. Deuxième point, il y aurait un déséquilibre de la filière des casinos terrestres de façon dramatique, comme je l'ai évoqué, puisque là encore, je cite Madame la présidente de l'ANJ, en cas de légalisation des casinos en ligne, l'ANJ estime que les casinos pourraient perdre environ 24% de leur PBJ, donc de leurs visiteurs.
Et dans ce cadre, nous risquerions de supprimer 15 000 emplois. Nous avons un risque de manque de fiscalité pour les collectivités et pour l'État de 450 millions d'euros. Et donc, face à des mirages potentiels de fiscalité nouvelle, on serait assuré de perdre des centaines de millions que les casinos versent à l'État depuis des décennies. Ensuite, nous avons un risque également local, je l'ai évoqué, culturel et de lien social. N'oubliez pas non plus le risque qui est lié à l'ouverture des casinos en ligne, si toutefois ça devait arriver de façon totalement ouverte et dérégulée, comme le demandent certains. Un risque dramatique sur l'addiction. Je sais que c'est un sujet qui est cher à chacun d'entre vous. L'addiction des plus jeunes, c'est le casino en ligne et le jeu le plus addictogène qui existe. Et vous vous doutez bien que si vous ouvrez le casino en ligne et qu'on le légalise de façon dérégulée, n'importe qui pourra jouer chez lui à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans aucune limite, mineur, majeur. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, quand vous allez dans un casino, d'abord, vous devez être majeur. Je l'ai précisé dans mon propos liminaire. Vous ne pouvez pas rentrer. Et deuxièmement, vous avez des mesures contre le jeu de façon trop addictive qui sont prises par tous les casinos, avec des psychologues dans les casinos, tout le personnel de nos casinos qui est formé pour lutter contre cela. Donc, ça, c'est sur les conséquences de la légalisation tous azimuts des jeux en ligne. Alors, quelle est notre position ? Nous ne sommes pas favorables à l'ouverture des casinos en ligne. Si toutefois, le régulateur décide d'ouvrir et de les légaliser, évidemment, nous allons nous adapter. Qui mieux que les casinos physiques peuvent digitaliser leur secteur ? Donc nous proposons et nous soumettons à la discussion depuis des mois et des années un projet que nous appelons JAD, jeu à distance expérimental, permettant de réserver aux casinos physiques l'exploitation des casinos en ligne, si toutefois ça devait ouvrir, avec une correspondance très claire entre le jeu que nous avons dans nos casinos physiques, que l'on transposerait de façon digitale, avec une poursuite de la fiscalité qui serait pour la commune à chaque fois également, comme nous le faisons dans les casinos physiques. Tout jeu digital serait proportionnellement redistribué à la commune parce que ce lien social avec les territoires est fondamental, avec des mesures de protection drastiques, sans publicité, interdit, peut-être comme vous l'évoquiez dans votre propos précédent, Madame la Présidente, interdite même aux 18-24 ans. Bref, nous sommes prêts à digitaliser notre activité si le régulateur nous le demande, si le législateur nous l'impose. Nous ne sommes pas une industrie ringarde, nous sommes une industrie qui peut se digitaliser sans aucun problème, mais pas à n'importe quel prix et sans déstabiliser les territoires. Merci. Sur les mêmes questions, Monsieur Bayrou. Hop, je réponds directement à cette question, pas aux deux précédentes. Ah si, on peut tout. À celle que vous voulez. Vous avez 3 questions. J'ai le droit de faire les 3 ? Vous pouvez reprendre les 3. Bon, je vais commencer peut-être pour les premières et finir par le meilleur sujet. Sur le refonte de la fiscalité des jeux d'argent au global, je pense qu'elle est nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, la loi de finances 2025 a fragilisé énormément un secteur, les jeux d'argent en ligne, qui sont extrêmement importants et contributeurs à l'économie française. Donc oui, on est favorable. Après, on a des réserves sur le rapport du CPO. Il y a beaucoup de biais ou de choses qui sont absentes et qui, je pense, qu'il faudrait compléter par des études complémentaires. Notamment, il n'y a pas du tout la prise en compte du marché illégal, et ça, c'est important de le prendre. Et dans les analyses, il y a factuellement des erreurs ou des mauvaises interprétations. Donc je pense qu'il faudrait approfondir et faire une étude d'impact global, une nouvelle étude pour bien réfléchir au sujet. Mais une refonte de la fiscalité pour avoir quelque chose d'homogène et de cohérent nous paraît important. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est important qu'il y ait une concertation. Sur le deuxième point, donc la hausse de fiscalité, oui, elle est dramatique. Elle a été faite, pour le coup, sans concertation, en catimini, un peu en last minute. Le problème de ça, c'est qu'on est un secteur assez complexe et les conséquences n'ont pas été mesurées. Et je rejoins tout à fait Madame Pallès, c'est que
le gain pour l'État au final global de ces hausses massives est assez faible. Par contre, la déstabilisation du secteur est très importante. Donc s'il y avait quelque chose à faire en 2026, c'est de revenir sur cette hausse qui s'applique à partir du 1er juillet. Donc on n'a pas encore vu les conséquences, mais les conséquences pour la moitié des opérateurs du secteur vont être dramatiques, et qu'on se pose pour remettre à plat la fiscalité de notre secteur. Troisième point sur les casinos en ligne. Je pense qu'on est... alors d'abord, je voulais dire que les entreprises de l'AFGEL sont très concernées par les problématiques de nos confrères casinotiers physiques, et notre intention n'est pas de les affaiblir d'aucune manière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'on fait une erreur d'analyse tous, c'est que le sujet, c'est pas d'ouvrir les casinos en ligne. Le secteur est déjà ouvert. Il y a 4 millions de joueurs qui jouent. Il y a à peu près 2 milliards de PBJ qu'on estime. Nous avons demandé à PwC de mettre à jour l'étude avec les mêmes principes de l'étude ANJ sur le jeu illégal. Les premiers résultats préliminaires qu'on a sont que ça s'aggrave. Donc le marché existe. Il est de la taille du marché du jeu en ligne légal. Il croît. Et il y a déjà des millions de joueurs qui jouent. Donc le sujet, c'est pas de dire est-ce qu'on ouvre, on n'ouvre pas. Est-ce que si on ouvre, ça va poser des problèmes? Si ça devait poser des problèmes, ils seraient déjà apparus. Parce que 4 millions de joueurs, c'est significatif. 2 milliards de PBJ, c'est significatif. Donc quand je vois les chiffres, notamment des casinos physiques, qui certes progressent moins vite que le reste du secteur, mais qui sont en progression depuis 4 ans, s'il y a dû avoir un impact, il a déjà eu lieu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur ce qu'on voit en Europe, tous les pays d'Europe ont ouvert le secteur du casino en ligne en le régulant, en mettant ce qu'il faut pour protéger les joueurs. Globalement, c'est un succès. Globalement, le jeu illégal a baissé. Alors, il a baissé on peut toujours prendre des contre-exemples et trouver des pays où ça a marché moins bien que d'autres, mais globalement, ça a baissé. Et ça, c'est factuel. Il y a des pays où ça n'a pas marché. Et je vais vous prendre un grand pays où ça n'a pas marché, c'est l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, c'est un pays qu'on connaît bien puisqu'on a une filiale, Betclic a une filiale là-bas. Ils ont mis des contraintes tellement fortes que l'offre légale n'est pas du tout attractive aux yeux face à l'offre illégale. Et du coup, l'offre légale ne s'est pas développée et le marché illégal est resté. Après, il y a beaucoup d'autres marchés où le marché illégal a significativement baissé. Alors, est-ce qu'il a complètement disparu? Non, parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent moyen pour aller. Mais aujourd'hui, si on avait une offre légale, majoritairement, les joueurs français préféraient utiliser des sites qu'ils connaissent. On apparaîtrait en premier dans Google et ça assécherait indéniablement l'offre illégale. Sur les sujets d'addiction, même réponse. Est-ce que ça va créer de l'addiction? Le marché existe. Donc oui, il y a de l'addiction. Oui, il y a des millions de Français qui sont sans protection actuellement. La meilleure manière de protéger des joueurs, c'est de les encadrer. Et la réglementation française, je pense, commence à montrer ses effets positifs. Je parlais tout à l'heure de l'étude OFDT 2024, où on voit des progrès. Donc, ça sera toujours mieux d'avoir les joueurs jouant sur nos sites réglementés et contrôlés activement par l'ANJ que de les laisser sur des sites offshore. Donc, ça ne peut qu'améliorer les problèmes d'addiction. Après, c'est pour ça que nous étions favorables à une concertation. Discutons de la modalité pour y arriver. Il y a des pays où ça se passe très bien et où le marché légal a significativement diminué, comme le Danemark, par exemple, qui a mis en place une offre attractive de casino tout en protégeant les joueurs. Mais il y a d'autres exemples. Relançons la concertation, discutons, et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Tous les pays européens y sont arrivés, à quelques exceptions. Donc il faut le faire parce que le statu quo, c'est perdant-perdant pour tout le monde. C'est perdant pour l'État qui perd entre 1 et 2 milliards de recettes fiscales. C'est perdant pour le régulateur qui n'assume pas son rôle de protection des joueurs. C'est aussi une opportunité pour les casinotiers physiques de développer un nouveau business que actuellement des sociétés offshore prennent. Et je sais que certains casinotiers, d'ailleurs, sont en train de recruter des compétences dans ce domaine, donc ça veut dire qu'ils y croient. Donc voilà, c'est du bon sens. Et le statu quo, et attendre chaque année qu'on perd, c'est des milliards qui partent à l'étranger, c'est des millions de joueurs en danger, et c'est la fragilisation d'une industrie qui est aujourd'hui limite du fait de la surtaxe.
Merci, monsieur. Voilà. On est toujours attentif à l'expression, c'est du bon sens. Ici, on l'entend souvent et quelquefois, ça ne donne pas tout à fait les résultats attendus. Donc, on l'utilise avec prudence, on va dire. C'est pour ça qu'il faut lancer une concertation. On l'utilise avec prudence. Madame Palais, sur ces trois mêmes questions, rapidement. Alors, sur les trois questions, alors je vais commencer par la fiscalité. Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit sur le caractère, ça vous l'avez parfaitement noté, sur le fait que ça n'avait pas d'effet comportemental. En revanche, ce qui est clair, c'est que ça met donc une pression sur un opérateur, en l'occurrence la Française des Jeux, puisque en fait nous devons compenser ces effets par ça s'appelle un plan de performance, autrement dit des économies. Donc ça nous met une pression qui clairement réduit notre capacité à faire ce qu'on a toujours fait et qu'on veut absolument continuer à faire, qui est de continuer à investir, en particulier sur le territoire français. Et c'est très très important pour nous. Tout le monde a évoqué les chiffres en matière d'emploi qu'il générait sur le territoire. Donc je ne les ai pas cités concernant FDJ. Je crois qu'on est les premiers à avoir fait faire cette mesure tous les ans en termes de contribution au PIB et d'emploi. Donc environ 50 000 emplois sur l'ensemble du territoire qui sont liés à notre activité, dont presque la moitié qui sont dans notre réseau de proximité, donc bar, tabac, presse et autres commerces sur le territoire, le plus grand réseau de proximité français. Donc, et on est une de nos fiertés, je dois le dire, devant cette assemblée, c'est d'avoir continué à investir dans ce réseau, de l'avoir maintenu et d'avoir toujours maintenu de la croissance dans ce réseau, ce qui est exceptionnel quand je regarde mes confrères du secteur des loteries, qui souvent ont beaucoup plus en fait développé le jeu en ligne au détriment de l'activité dans les commerces physiques. Nous, on a fait les deux ensemble et on pense que c'est quelque chose qui est aussi fait partie des bons équilibres dont nous sommes responsables. Donc, clairement, nous pensons, et Nicolas l'a déjà dit, que le niveau de la fiscalité est déjà très élevé en France, beaucoup plus élevé que partout ailleurs. Ça, je crois que c'est totalement factuel et que il y a déjà des effets au niveau actuel et qu'il y aurait évidemment beaucoup de risques et de dangers à continuer à l'augmenter. Alors sur le rapport du Conseil sur les prélèvements obligatoires. D'abord, moi, j'ai été assez frappée de voir sortir ce rapport sans avoir aucune concertation avec le secteur. Je crois que c'est un constat qui est partagé. Donc, j'avoue que, encore une fois, après, chacun peut écrire ce qu'il veut, mais l'idée qu'on puisse sortir des propositions de ce type sans jamais aucun dialogue me paraît alors contraire au bon sens. Là, je me permets de le dire parce que voilà. Et après, encore une fois, chacun défend ses positions. Donc, je pense que c'est en partie lié à ce qui a été décrit par mon voisin, qui est que ce rapport ressemble quand même à une construction technocratique appuyée sur des idées simples, pas facile à mettre en œuvre, avec pas mal d'erreurs. Voilà, si je résume, donc on va pas rentrer dans les détails. Ben oui, mais non, mais encore une fois, c'est juste que c'est normal en fait quand on fait quelque chose qui est en chambre et un petit peu théorique. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne serait pas facile à appliquer. Donc, je dirais la même chose sur des tas de choses, y compris des choses que j'ai bien connues dans le passé. Donc, je pense que je vois tout à fait de quoi il s'agit. Donc, nous, on est toujours ouverts, évidemment, à la discussion et au dialogue pour trouver des solutions qui soient meilleures. Parce que, voilà. Alors, simplement, j'attire quand même votre attention sur le fait que ce qui s'est passé dans la loi de finances, en fait, encore une fois, a induit l'idée que la fiscalité en France n'était pas stable. Alors, pas stable dans notre secteur, parce que je ne vais pas parler... voilà. Et je pense que la stabilité a une grande valeur et je crains, à vrai dire, que ce rapport soit aussi... Enfin, ce rapport, en tout cas, la discussion sur ce rapport, soit aussi comme interprété comme une nouvelle période d'instabilité
et peut-être conduisant à une hausse. Parce que quand même, quand on entend ce qu'on entend autour de nous, il n'est pas facile de penser que ce rapport va aboutir, même si je pense que nous le souhaitons tous autour de la table, à une réduction de la fiscalité. Voilà, donc moi je suis complètement ouverte au dialogue et à la discussion sur ces sujets, mais je crains quand même qu'on ouvre un nouveau champ d'incertitude pour le secteur, avec quand même une connotation assez négative en termes de risque. Donc méfions-nous des idées simples. Alors sur les casinos en ligne, je pense que c'est un sujet extrêmement sérieux et complexe, comme d'ailleurs ça a été dit par mes voisins. Donc, on sait très bien que cette question se pose. Cette question se pose à cause du marché illégal. On sait ce qui se passe autour de nous. On sait la situation des autres pays. Donc, je pense qu'il faut se donner... si on veut le regarder de manière sérieuse, il faut se donner le temps d'aller regarder les différents arguments. Alors, le premier argument, c'est le jeu illégal. Alors, j'ai entendu ce que disait Nicolas Béraud. Le fait est que quand on regarde ce qui s'est passé sur beaucoup de marchés européens, il faut le savoir, quand on ouvre ce secteur, le jeu illégal ne disparaît pas instantanément. Si par ailleurs, on n'a pas effectivement une politique beaucoup plus répressive, et ça, je pense qu'effectivement, on s'est donné de plus d'instruments de ce côté, mais on n'est pas encore au niveau de certains autres régulateurs. Et si on n'a pas une régulation qui soit équilibrée. Alors équilibrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, elle est suffisamment attractive pour que les joueurs viennent dans le circuit légal et pas complètement laxiste pour quand même donner lieu à une explosion, pour le coup, d'un marché dont on sait que les risques sont effectivement les plus élevés. Ça, c'est parfaitement connu. Donc, je crois il me semble que ça nécessite une discussion assez approfondie. Et s'ajoute à ça, évidemment, mais ça a été très bien expliqué, le fait que je pense qu'on a en réalité en France, et je pense qu'on peut s'en féliciter collectivement, une régulation qui est assez équilibrée et assez efficace. C'est un peu la régulation à la française. Donc je pense que sur les paris sportifs, notamment, le marché s'est développé avec une régulation qui est en fait plus stricte que sur d'autres marchés. Et on peut considérer que c'est un bien commun. Donc je pense qu'une discussion sur une ouverture potentielle du casino en ligne, elle doit préserver cet esprit qui est un esprit dans lequel nous souhaitons avoir un marché qui soit régulé, tout en permettant effectivement d'avoir une activité économique qui fonctionne. Je pense que toute cette discussion n'a pas eu lieu. Nous, on est évidemment ouvert à la voir, mais je pense qu'il faut qu'elle se déroule dans un cadre sérieux et avec le temps nécessaire si on voulait aller dans ce sens. Merci. Merci. On va prendre, je crois que j'ai 4 inscrits, à moins qu'il y en ait d'autres qui souhaitent, mais Jean-Pierre Vogel, puis Isabelle Briquet. Tout d'abord. Oui, merci, Président. Moi, ma question s'adresse à la présidente de la Française des Jeux. Si j'ai bien compris, vous avez mis en avant le fait que, notamment, les ressources de la Française des Jeux au profit de l'État étaient supérieures à ce qui était prévu dans les PLF. C'est bien ça? Posez la question et on répondra après, parce que tout mon développement tient après sur du fait qu'on avait un peu de bruit avec la climatisation. J'ai à un moment, au début de l'intervention de Madame la Présidente, il y avait quelques flous dans l'oreille. Donc c'est pour ça que pas je dans me le permets, propos, mais dans l'oreille. Sans développer. C'est bien ce que vous avez développé. J'ai dit qu'effectivement, ça avait souvent été le cas, puisque le niveau de notre croissance, notamment sur des activités qui rapportent beaucoup à l'État, comme la loterie, a été souvent plus élevé que ce qui avait été mis en loi de finances initiale. Donc j'avais bien compris. Et vous parlez aussi de régulation équilibrée avec une optimisation économique. Moi, je vous parlerai du PMU, dont je regrette l'absence ici, qui a non pas un rôle de capitalisation ou de distribution de dividendes auprès d'actionnaires privés ou publics, mais qui a un rôle de sauvegarde de la filière hippique et qui est constituée sous forme de GIE. Moi, ce que je regrette, c'est un peu la politique commerciale agressive qui est menée par la Française des Jeux.
J'ai été d'ailleurs un peu surpris le 4 juin dernier, en allant au supermarché de ma commune, qui est une commune de 6 000 habitants, de voir une énorme affiche information clientèle, la Française des Jeux est arrivée dans votre supermarché, rendez-vous à l'accueil de votre magasin. Ce qui pose un problème avec la problématique qui se pose actuellement au PMU avec une réduction de ces enjeux, avec une problématique alors qui coûterait beaucoup plus cher à la filière que ce que vous pouvez rapporter si l'État était obligé de se substituer au PMU avec les 850 millions d'euros de perte de ressources dans le budget de l'État et les 800 millions de distribution à la filière hippique, comme ça se passe en Italie. Est-ce que vous seriez opposé à ce qu'il y ait un tour de table, comme ça avait été proposé par le ministre, avec le PMU pour voir s'il n'y avait pas moyen d'engager des produits communs pour un juste équilibre des filières, comme c'était prévu par le législateur, mais pas un équilibre au profit seulement de la Française des Jeux, mais un équilibre au profit de l'ensemble des acteurs, que ce soit les casinotiers, la Française des Jeux et le PMU, qui fait vivre une filière agricole, il faut le rappeler. Merci Jean-Pierre. Isabelle Briquet, puis Pascal Savoldelli. Merci, Président. Deux questions. La première concerne la prévention et notamment le représentant de l'Association française des jeux en ligne a fait part d'actions menées, de campagnes, d'initiatives en la matière et a donné vous avez donné, monsieur, des chiffres sur la baisse du nombre d'addictions. Pouvez-vous me préciser comment se fait l'évaluation de ces mesures, puisqu'il y a des chiffres, donc il doit y avoir une évaluation pour conduire à ces chiffres. La deuxième question concerne Casino de France. J'ai bien entendu l'enjeu territorial, développement économique et culturel, et c'est dommage que mon collègue de la Corrèze soit parti. Mais Casino, c'est avant tout un modèle économique, et vous nous avez dit aussi que certains avaient quand même des difficultés à l'heure actuelle. Et du coup, dans ce contexte, comment expliquer qu'il y ait de nouvelles créations, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de rentabilité, je suppose. Donc, il y a d'un côté, vous nous dites qu'il y a un modèle qui est un peu en difficulté, mais à côté, il y a d'autres des créations qui sont envisagées. Donc, si vous pouvez m'apporter quelques précisions à ce sujet, ce sera... Merci beaucoup. Merci Isabelle. Pascal Savoldelli, puis Olivier Paccaud. Merci, Monsieur le Président. Trois petites questions. La première, c'est comment vous évaluez l'entrée des algorithmes dans la personnalisation des jeux? Ma deuxième, elle est un peu technique, mais bon. Mais elle peut être évolutive. Hein. Ma deuxième question, c'est comment vous, professionnellement, et quand je vous pose une question, ce n'est pas une question à charge, c'est un partage. C'est comment, professionnellement, vous pouvez nous aider, donc s'entraider ici, à nous protéger du surendettement. Et là, je vous le dis, ça touche, et vous le savez, hein, et vous l'avez dit dans vos propos, les populations les plus modestes, les plus en difficulté. Et où nous, ici, on traite, avec le gouvernement de la Banque de France, avec d'autres éléments, les niveaux de surendettement. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir des mesures de quelque nature que ce soit, professionnelles, législatives, qui aident à protéger du surendettement? Et alors après, et je vous avoue que moi, je ne suis pas un expert de la question, mais en écoutant, en parcourant les documents, il y a différentes entrées là, du point de vue des jeux d'argent, etc., avec des conséquences sociales, économiques, de filières, etc., différents. Dernière question, je ne sais pas si elle recoupe celle du rapporteur général, mais ça pourrait le faire, on ne sait pas, hein, ça nous arrive. Est-ce qu'on pourrait parler d'une fiscalité de réparation? Parce qu'on répare. Ça, tout le monde a parlé, et il ne s'agit pas pareil, ce n'est pas une question à charge, mais il y a addiction, etc., avec des conséquences des fois catastrophiques. Donc, moi, je vous avoue, je vais vous dire ma cible, parce qu'il faut que le ruissellement existe. J'aurais tendance à favoriser le sport amateur.
parce que ça reconstruit de la socialisation, etc. Et ma deuxième cible, ça serait la prévention. Alors, est-ce que ça relève aussi de la façon dont l'État gère les recettes? Voilà. Merci Pascal. Olivier Paccaud, puis Nathalie Goulet. Merci Président. Alors donc les jeux, le jeu c'est formidable, ça procure de l'adrénaline aux joueurs, parfois même des gains, ça dope, ça développe certains territoires. Vous nous avez parlé de Deauville, le cas particulier de Deauville. Vous nous avez parlé énormément de fiscalité, et c'est normal, le jeu c'est la fiscalité à la base. Historiquement, ça a été créé pour ça, pour apporter de l'argent à l'État. Et c'est en fait l'impôt le plus intelligent, parce que c'est un impôt volontaire, c'est un impôt ludique, et puis qui est parfois gagnant. Mais le jeu, c'est un dieu à deux visages. Alors un visage souriant, et puis le visage un peu plus sombre avec l'addiction. Vous en avez beaucoup parlé. Et il y a une chose, alors le bruit du ventilateur m'a peut-être empêché d'entendre éventuellement, si vous l'avez évoqué, c'est le problème du blanchiment. Alors le blanchiment, un peu partout dans le monde, on essaye de lutter contre. Et moi, je suis assez ignorant sur ce qui se fait chez nous, mais je voudrais savoir ce que vous faites contre le blanchiment, avec notamment dans les casinos toutes les espèces qui rentrent et qui ressortent propres. Est-ce qu'il y a des règles communes à tous les casinos? Est-ce que vous avez des particularités dans certains? Voilà, ça m'intéresse. Merci Nathalie Goulet, puis Jean-Baptiste Blanc. Peut-être pas répondre à deux questions en même temps, je vais surtout en poser une. Donc on vient de rendre un rapport, Madame, Messieurs, sur la criminalité organisée, la délinquance financière, avec 50 nuances de blanchiment qui répondront. Voilà. Donc moi j'ai évoqué tout à l'heure le nombre de déclarations de soupçons que faisaient les établissements, qui sont d'ailleurs en forte hausse, et c'est tout à fait à mettre à votre crédit. La question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les mécanismes internes que vous avez pour lutter contre le blanchiment, la fraude à l'identité et ces sujets. La deuxième chose, parce que parfois les dispositifs sont un peu lourds à mettre en place, est-ce que vous auriez des préconisations afin que la réglementation vous facilite ces mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui sont déjà assez lourdes et bien appliquées, même si le secteur est un secteur à risque? En tous les cas, c'est ce que notre commission d'enquête a relevé. Je vous remercie. Merci Nathalie. Jean-Baptiste Blanc. Monsieur le Président, vous me pardonnerez de reprendre ma question de tout à l'heure, mais il y a d'autres invités. J'aurais aimé les interroger à leur tour sur la Française des Jeux qui a racheté Kindred, dont on sait que l'offre repose sur du jeu en ligne dans le reste de l'Union européenne. Et quel type de régulation vous verriez pour atteindre un objectif de prudence, sécuriser les joueurs et que ce soit profitable aux finances publiques? Voilà. Merci. Merci Jean-Baptiste. Alors, je vais vous demander dans le même ordre, toujours en commençant par M. Rabuel, de répondre alors uniquement aux questions qui vous concernent ou pour lesquelles vous vous sentez concerné en tout cas. Et Madame la Présidente vous fera un peu la voiture balai. C'est-à-dire s'il y a des questions qui n'ont pas été trouver de réponse. Voiture balai, c'est bien. On arrive vers le Tour de France, donc tout va bien. Et vous prendrez les dernières questions si elles n'ont pas été traitées. Voilà, le tout en vous demandant à chacun de rester ce coup-ci de manière stricte dans les 4-5 minutes. Voilà. Maximum. Alors, la question de Madame la sénatrice sur l'incohérence potentielle entre le fait qu'on puisse avoir des projets de développement de casinos et l'équation économique difficile pour environ 30% des casinos. D'abord, nous ne demandons pas d'ouverture de casinos. Nous avons une des exceptions culturelles françaises du jeu, c'est que 40% des casinos européens sont en France. Ça répond aussi au fait que quand on parle de légalisation de jeux en ligne, on n'est pas exactement pareil en France que dans les autres pays d'Europe où ça a pu s'ouvrir. Même dans certains pays où ça s'est ouvert, il n'y a parfois plus aucun casino, comme en Suède. Donc, il y a des initiatives locales de maires, de députés, de sénateurs peut-être, qui souhaitent pour leur territoire depuis plusieurs années l'ouverture d'un casino et qu'ils l'obtiennent au gré de modifications du texte qui autorise ou non un casino. C'est très lié en ce moment, par exemple, à l'équitation et au haras
au nombre de compétitions internationales que vous avez eues pendant plusieurs années consécutives, etc. Bon, nous subissons cette situation. Personne ne demande chez Casino de France d'ouvrir de nouveaux casinos. En revanche, il y a des zones blanches où il y a effectivement sur la carte pas du tout de casino. Donc, quand il n'y a pas du tout de casino, qu'il y a une initiative locale et que les pouvoirs publics décident de lancer un appel d'offres d'ouverture de casino, les groupes de casinos existants y répondent ou y répondent pas, et ça avance comme ça. Mais donc, vous avez raison, parfois ça peut paraître un peu paradoxal. J'ajoute que compte tenu de la fiscalité qui est la nôtre, sujet dont on a beaucoup débattu, probablement le sujet sur lequel on est le plus aligné avec mes collègues, c'est quand même le sujet de la fiscalité écrasante. Pour le reste, c'est plus compliqué. Mais il faut se poser la bonne question au bout d'un moment de continuer à ouvrir des casinos. Ça, c'est un bon point. Sur la question sur que faites-vous contre l'addiction ou le jeu responsable. Honnêtement, c'est probablement, et ça ne peut pas être injurieux auprès de personne, mais c'est probablement les casinos qui ont la politique la plus lourde et la plus stricte et la plus contributrice à des résultats positifs dans le traitement de l'addiction ou du jeu responsable. Je le répète, alors c'est encore une fois pas condescendant, mais il n'y a pas un seul mineur chez nous. Donc vous arrivez, vous donnez votre pièce d'identité, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Premier point. Toujours mieux, puisqu'on voit que les 13-15 ans, Madame la présidente de l'ANJ l'évoquait dans son propos précédent, explosent en termes de jeu. Bah, pas chez nous. Et quand vous jouez dans un casino, eh bien, nous avons l'ensemble de notre personnel qui est formé à l'identification des comportements déviants. Nous avons des psychologues. Nous avons des obligations d'avoir des échanges avec les clients, avec les joueurs qui pourraient avoir des comportements déviants. Nous pouvons les signaler. Ils peuvent se faire interdire. Nous pouvons, et nous le faisons tous les jours, nous créons des contrats avec eux pour leur dire tu ne pourras plus venir autant que tu viens aujourd'hui. Tu ne peux plus venir une fois par semaine. Tu vas venir une fois par mois. Tu ne peux plus dépenser ou jouer autant. Et c'est signé, c'est écrit. Donc, on est dans des mesures... Mais vous allez me dire, c'est plus facile que dans d'autres cas, puisqu'ils sont en face de nous. D'ailleurs, on entend assez rarement des joueurs de casino qui seraient dans des drames pas possibles, etc. Puisqu'on traite ces gens-là et ces clients-là et ces joueurs-là que l'on connaît. Puisque ceux qui pourraient avoir un comportement excessif pourraient revenir souvent. Donc on a un lien de proximité qui est immense par rapport à cela, qui nous confère beaucoup de vigilance à avoir, évidemment, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, avec tout ce qu'on a comme règles à appliquer. Mais honnêtement, sur le jeu responsable, on est dans une lutte assez féroce, et il en va aussi de la crédibilité du métier de casinotier. Si on n'avait que des déboires dans nos casinos et que des problèmes avec des joueurs qui n'étaient pas suivis, bah évidemment que ce serait sans doute pas quelque chose de très favorable pour la filière. Donc chaque patron de casino, chaque directeur, chaque équipe est très strict là-dessus. Sur les échanges concernant le blanchiment, vous aviez posé une question tout à l'heure aussi sur ce sujet-là. Au blanchiment ? À la lutte, oui. Écoutez, d'abord, nous, chaque joueur présente sa pièce d'identité, il est identifié. Dès que le montant d'un gain excède 2 000 €, nous devons enregistrer ce gain, nous devons le déclarer. Nous n'échangeons jamais de chèques contre des espèces. Les casinos, en fait, répondent à des obligations de déclaration d'information à la cellule de renseignement financier national. Tout cela est prévu par la loi. Nous mettons en place une organisation et des process internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous sommes extrêmement suivis, et honnêtement dans le bon sens du terme, par le service central des courses et jeux, qui est chargé de mener des inspections de contrôle du respect par les casinos de nos obligations, justement au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Toutes les semaines, tous les jours, la police des jeux sont dans nos casinos. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est très strict. Et vous savez quoi? C'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le métier de casinotier. Je vais vous donner les deux fantasmes. Le premier, que c'était un métier qui est extrêmement rémunérateur et très profitable. Mauvaise nouvelle, non. Puisque c'est un métier qui fait de la décroissance. Et deuxième point,
on a l'impression que c'est sulfureux. Alors, ce n'est pas du tout sulfureux. Je vous invite à venir en famille, et vous avez beaucoup d'activités, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est des lieux de destination d'entertainment extrêmement contrôlés. Donc, pour toutes ces raisons, alors il n'y a pas zéro défaut probablement, hein, mais nous sommes très, très vigilants et très surveillés sur ces sujets-là. Merci. Nous poursuivons, M. Perrault. Avec d'autres questions. Oui, alors j'espère que j'ai oublié personne, mais sinon vous me le rappellerez. Pour répondre, alors il y a des questions qui se rejoignent. Il y a un sujet sur les chiffres dont j'ai parlé sur l'addiction, et plus globalement sur les jeux d'argent en ligne. Il faut savoir que à l'inscription, on exige une pièce d'identité, un RIB et une preuve de domicile. Donc, sur le jeu en ligne, on sait parfaitement qui joue sur nos applications et sur nos sites. Ces papiers sont contrôlés, donc il n'y a pas de mineurs non plus, et on connaît parfaitement les personnes. Par ailleurs, le gros avantage du jeu d'argent en ligne, c'est qu'on connaît exactement tout ce qu'a joué la personne. On connaît toutes ses transactions, on connaît ses habitudes de jeu, on connaît son rythme, on connaît les montants. On a une vision totale du jeu de chaque individu qui joue sur nos plateformes. Et de même, l'ANJ, qui a accès à nos coffres forts électroniques, a une vision complète du marché. Donc il y a une totale transparence de ce qui se passe sur le jeu d'argent en ligne légal en France, et c'est très bien. Ça nous permet donc de lutter contre le jeu des mineurs. Les seuls mineurs qui pourraient éventuellement jouer, c'est avec la complicité des parents qui leur filent leur téléphone. Mais là-dessus, l'AFGEL a fait un partenariat avec l'association e-Enfance pour faire de la prévention auprès des parents et leur expliquer que les jeux d'argent doivent rester à destination des majeurs. Et après, pour répondre, Madame la sénatrice, à votre question, les chiffres dont j'ai parlé viennent de l'OFDT, donc l'Observatoire français des drogues et tendances addictologues, je crois, addictives, qui fait une étude tous les 4 ans. Alors, on peut contester parfois la méthodologie, mais bon, c'est au moins un point de repère et un rendez-vous régulier. Et c'est sur cette étude que je me base pour vous donner les chiffres que j'ai donnés en introduction. Je voulais, sur le jeu d'argent en ligne, il faut savoir que tous les opérateurs, comme je l'ai dit en introduction, font valider leur plan d'action auprès du régulateur, qui vérifie aussi que dans le passé, le précédent avait été appliqué. Donc on a un contrôle strict et c'est approuvé en collège. Donc si ça ne convenait pas au régulateur, l'opérateur devrait faire des modifications. Et on a une obligation de prévention. La même étude OFDT a montré que 82% des Français ont vu ces messages de prévention. Donc les messages de prévention fonctionnent très bien. Et après, on a aussi une obligation de détection de personnes à risque et d'accompagnement. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, dans la société que je dirige, BetClick, c'est une centaine de personnes en tout qui s'occupent de ces sujets. Donc en plus de, je vais revenir sur le sujet des algorithmes, je ne sais pas si c'est ça dont ça parlait, mais on utilise l'intelligence artificielle et les algorithmes pour nous aider à détecter les personnes à risque. Donc il y a des moyens qui ont été déployés, je pense, chez l'ensemble des opérateurs depuis la loi Pacte et la création de l'ANJ pour vraiment aller très loin dans la protection des joueurs. On peut toujours faire mieux, il faut qu'on continue, mais les progrès des dernières années ont été, je pense, significatifs. Sur les sujets, alors c'est un peu lié sur les sujets d'anti-blanchiment, on a une réglementation très, très sévère en France. On a une obligation de détecter et rapporter à Tracfin toute anomalie qu'on pourrait détecter. Alors, il faut savoir que chez nous, on ne peut pas jouer du cash, on ne peut pas jouer en liquide. Donc, on n'est pas forcément... vous êtes obligé de donner un RIB avec votre identité qu'on contrôle. Donc, on n'est pas forcément, le jeu d'argent en ligne en France, le meilleur outil pour blanchir de l'argent. Malgré tout, pour ceux qui essayent et qu'on détecte, on donne, et grâce aussi à des algorithmes d'intelligence artificielle, on prévient immédiatement Tracfin. Et effectivement, je crois que globalement, le secteur a beaucoup progressé aussi là-dessus, puisqu'il y a eu beaucoup plus de signalements, mais je laisserai à Madame la Présidente de l'autorité de régulation de le préciser.
Voilà, je pense qu'il y avait une question sur les algorithmes, mais je ne sais pas de quoi il s'agissait exactement. Mais oui, on fait appel à des algorithmes et en priorité sur la protection des joueurs et la détection d'anomalies en termes de blanchiment d'argent. Merci beaucoup. Madame Palais. Merci. Alors, je vais essayer aussi de répondre à toutes les questions, mais de manière synthétique, Monsieur le Président. Alors, pour commencer, bon, alors j'ai une règle qui est que je ne parle pas du PMU à la place du PMU, surtout quand le PMU n'est pas là. Donc, voilà. Donc, alors, je vais me permettre quand même juste, puisque Monsieur Vogel m'a quand même posé une question, comme il aime à le faire sur ce sujet, juste dire que donc nous sommes aussi une filière, donc je ne vais pas revenir sur les chiffres, que évidemment toute notre activité s'exerce sous le contrôle de l'autorité de la concurrence auquel nous avons d'ailleurs soumis beaucoup de dossiers et qui nous a toujours autorisés sous condition, et nous appliquons tout cela. Donc je pense que les sujets de concurrence sont parfaitement sous contrôle nous concernant. S'agissant de la relation avec le PMU est un partenaire pour FDJ, notamment puisque nous avons une partie de nos points de vente qui sont communs. Donc moi, j'ai toujours entretenu un dialogue tout à fait naturel et régulier avec les dirigeants du PMU, avec qui j'ai toujours entretenu de bonnes relations, et avec qui d'ailleurs, quand ils sont venus me voir en disant est-ce qu'on pourrait regarder si on pourrait faire des choses ensemble, je leur ai fait des propositions. Alors ça n'a pas toujours eu de suite, mais nous sommes dans cette attitude qui évidemment est extrêmement ouverte, dans la limite de ce qui est autorisé par le droit, c'est-à-dire par le droit de la concurrence, et de l'autre par le fait que nous avons des droits exclusifs de monopole qui nous ont été octroyés par le Parlement et qui évidemment sont la limite à ce qu'on peut faire avec le PMU. Mais je sais qu'on continuera à dialoguer sur ces sujets. Alors, sur les questions de blanchiment, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit par Nicolas Brault sur le dispositif, qui en France est un dispositif là aussi très complet, puisque la France a fait le choix de soumettre l'ensemble du secteur du jeu d'argent à la lutte anti-blanchiment dans le cadre de la directive européenne, ce qui n'est pas le choix de tous les pays. Donc on est plutôt plus strict. C'est effectivement contrôlé régulièrement déjà par les plans que nous soumettons à l'ANJ. Nous avons depuis toujours une relation très très intense avec Tracfin, avec un niveau très élevé de déclaration de soupçons, en particulier grâce au fait que nous avons une surveillance particulière, et ça a été noté dans notre réseau physique, puisqu'effectivement le réseau physique est évidemment un point particulier. Donc nous surveillons les atypismes dans les transactions, et à plusieurs reprises nous avons d'ailleurs fait des signalements qui ont eu des conséquences, mais je ne vais pas y revenir. Et évidemment on va rajouter sur ce dispositif qui est déjà, je crois, est considéré notamment, en tout cas dans les avis que nous avons, comme de très bonne qualité. Nous avons rajouté deux choses. D'abord, peut-être une vigilance particulière aujourd'hui, compte tenu des sujets dont on parle en matière de narcotrafic. Donc, on regarde dans certains points de vente si on n'a pas des indicateurs que nous devons signaler et qui peuvent avoir un lien avec cela. Et puis, évidemment, l'intelligence artificielle va aussi nous permettre de rajouter une couche supplémentaire d'intelligence et de réactivité sur ces sujets, plus évidemment l'inspection de nos points de vente. Donc ça, c'était sur le blanchiment. Alors sur les questions relatives à l'impôt de réparation, voilà, je regroupe plusieurs questions. Bon, pour moi, là, on est dans une problématique qui consiste à mesurer l'impact net global de notre activité, c'est-à-dire d'un côté les effets positifs, notamment en termes de recettes fiscales et d'autres actions menées, et de l'autre les effets négatifs, c'est-à-dire l'impact négatif de l'activité. C'est un impact qui a été mesuré par certaines études et qui montre que, par exemple, sur la loterie, il est
très positif. Alors il est d'autant plus positif que notre politique a été de toujours investir évidemment au-delà et de manière volontaire au-delà des prélèvements. Donc par exemple a été évoqué le sport. Donc sur le sport, la FDJ est un acteur qui a investi énormément, pas seulement en termes de sponsoring, mais en donc soutenant les Jeux Olympiques, en ayant une équipe d'athlètes de haut niveau, en soutenant le sport amateur. Et on pourrait, encore une fois, détailler tout ça, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. S'ajoute aussi, alors vous évoquiez les questions de prévention. Donc dans la prévention, dans la limite où nous pouvons le faire, nous avons aussi, de manière volontaire, nous finançons des actions, des associations de prévention. Sur le surendettement, nous sommes là aussi dans un réseau d'associations qui travaillent sur ce sujet, notamment Crésus. Voilà, on pourrait en parler longuement, mais je sais que je vais dépasser mon temps de parole. Et est-ce que j'ai oublié je pense que je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. Si j'en ai oublié, je vous compléterai après. Voilà. C'était très complet sur l'ensemble. Madame la Présidente, est-ce que vous voulez bien conclure cette table ronde? Je n'ai pas la question sur Kindred. Excusez-moi, puisque voilà, je n'aime pas laisser... qui m'a été posée sur la régulation concernant les activités de Kindred. Donc, je vais le dire en deux phrases. Donc, nous n'opérons évidemment avec Kindred que sur des marchés qui sont régulés, qui sont légaux, qui sont régulés avec des autorités de régulation. Donc ça, c'est la règle qu'on s'est fixée. Et d'ailleurs, on a donc fermé certaines activités sur des marchés qui n'étaient pas régulés. Donc ça, c'est premier élément. Ensuite, effectivement, sur l'ensemble de ces marchés, on est en dialogue, comme on l'est ici, avec les autorités de régulation sur comment réduire les risques avec des régulations nationales, donc qui peuvent varier. Et globalement, nous allons continuer de prendre, dans le cadre de cette acquisition, un engagement de réduction de la part du PBJ lié à des joueurs à risque. Et Kindred a été la première entreprise à le faire dans le secteur des jeux d'argent. Et nous allons évidemment continuer ce type d'engagement. Voilà, pardon. Merci. Madame la Présidente, donc Monsieur pour le Président, conclure cette table merci. Ce n'est pas une conclusion parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été donnés. Peut-être quelques précisions sur 4 points. Le premier, sur l'évolution du marché. Parce que finalement, il faut que tout ça se traduise par un marché qui fonctionne le mieux possible. On a dit que le marché était pas en si bonne forme. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous avez dit. Quand vous regardez les chiffres, sur le marché online, la France est à 11,9. L'Allemagne est à 8,9. Donc on est au-dessus. L'Espagne est à 15,9. Le Royaume-Uni est à 8,9. Donc en réalité, on a un marché online. Ces chiffres, je dirais, c'est des chiffres quand même relativement incontestables. C'est les marchés comparables à la France. Et quand on dit que la France est dans la moyenne européenne, on est effectivement dans la moyenne européenne. Et sur le marché online, on est plutôt, dans certains cas, au-dessus du taux de croissance des autres marchés online concurrents. Deuxièmement, ce qui a été dit sur les joueurs addicts et l'étude de l'OFDT. L'étude de l'OFDT prend soin de préciser que son évaluation 2024 est une évaluation prudente, compte tenu des précautions méthodologiques qui sont les siennes, et que finalement, on peut considérer que la population des joueurs excessifs est globalement stable. Ça veut dire qu'elle n'explose pas, mais elle ne diminue pas. Donc, on pourrait se satisfaire de ce constat. Mais que ça soit 370 000 ou 400 000 joueurs excessifs stables en France, c'est la population d'une grande ville. Donc, en réalité, c'est très important. Et le but, c'est de faire diminuer cette population. Et on parlait du surendettement. On considère, il y a une étude anglaise qui a été faite, pour un joueur addict, il y a 6 personnes qui sont impactées en termes de difficultés justement financières, familiales, psychologiques, scolaires, etc. Donc je crois que l'addiction, il ne faut pas garder de notre audition l'idée qu'elle est sous contrôle. Elle n'est pas complètement sous contrôle aujourd'hui. Et quand on regarde les chiffres des joueurs excessifs que vous identifiez, vous, opérateurs, on est à 30 000 face à une population qui est de l'ordre de 400 000. Et peut-être, mais il y en a 30... Oui, mais enfin, on peut se battre sur les chiffres, mais en tout cas, on n'est pas dans une situation où on peut dire que le risque n'est pas sous contrôle. Dernier élément sur l'offre illégale. Sur l'offre illégale, je crois qu'il faut
quand même dire qu'on a une existence de l'offre illégale, c'est vrai, mais une offre illégale qui est entre 5 et 15% du marché légal, c'est pas si mal. Je veux dire, il y a des tas de marchés, y compris des marchés européens, où l'offre illégale, hors marché, elle est plutôt autour de 40%. Donc nous, avec notre offre illégale entre 5 et 15, on n'est pas si mal. Alors, il ne faut pas s'en satisfaire, on est les premiers à dire qu'il faut lutter, mais je veux dire, on n'est pas face à un déversoir de l'offre illégale qui serait totalement incontrôlé. Et dernier point sur le CPO, je crois que notre idée pour soutenir la proposition du CPO, c'est pas de dire qu'il faut la prendre telle qu'elle est à l'identique, c'est de dire qu'il y a une inspiration nouvelle qui est assez intéressante, qui est construite sur l'idée du pollueur-payeur. Et je crois que c'est une inspiration intéressante et il faut y travailler pour voir si effectivement ça permet de remettre à plat la fiscalité un peu hirsute qui est la vôtre aujourd'hui. Hirsute, Monsieur le Président. Je vois qu'il y a 3 heures que nous sommes en audition, ça commence à bien faire, donc ça part un peu dans tous les sens. Madame la présidente de l'ANJ, merci d'avoir passé la matinée avec nous. Merci. Et nous avoir apporté votre éclairage. Merci messieurs, merci madame pour vos présentations qui nous ont beaucoup intéressés. C'est toujours bien une fois par an d'essayer de faire un point sur ce domaine, surtout avant les PLF. Sont toujours des zones à risque, si je puis dire, pour un peu tous les secteurs. On va dire ça, pas uniquement le vôtre. Voilà. Merci encore. Bonne fin de journée. On va s'en occuper.